Odessa, l'aube qui brûle. La mer est noire, pas de lune. Dans le silence épais du petit matin, 18 silhouettes d'acier glissent hors de la baie de Sébastopol comme des ombres qui n'auraient pas de nom. À leur flanc, des centaines de marines russes vérifient leurs équipements en silence, les visages fermés, les yeux fixés sur l'horizon invisible. Dans le ciel au-dessus d'eux, les moteurs des Su-30 SM ronronnent à peine, ces chasseurs qui savent attendre. Et quelque part, à 300 km de là, une ville dort encore, Odessa. Sa question, ce matin-là, n'est pas philosophique. Elle est brutale, simple, et elle pèse le poids de l'histoire entière. Que restera-t-il d'elle à l'aube ? Pour comprendre pourquoi Odessa est devenue l'épicentre de la crise la plus dangereuse que la mer Noire ait connue depuis des décennies, il faut d'abord comprendre ce qu'elle représente. Non pas sur une carte, mais dans le corps même de l'Ukraine. Odessa est le poumon maritime de l'Ukraine. C'est par ses quais que transitent chaque année des millions de tonnes de céréales, d'huile de tournesol, d'acier, de minerais. Une artère économique sans laquelle le pays saignerait lentement à blanc, même sans une seule bombe. Le port d'Odessa représente à lui seul environ 65% du commerce maritime ukrainien. Quand l'accord sur les céréales de la mer Noire était encore en vigueur, c'est d'ici que partaient les navires qui nourrissaient des dizaines de millions de personnes en Afrique et au Moyen-Orient. Perdre Odessa, ce n'est pas perdre une ville, c'est perdre une fenêtre sur le monde. Mais Odessa, c'est aussi un symbole. Fondée sous Catherine la Grande, disputée, bombardée, libérée, elle porte dans ses pierres la mémoire d'une identité maritime ukrainienne profondément ancrée. Les Odessites, comme ils se nomment eux-mêmes avec une fierté particulière, ont toujours regardé vers la mer avec un mélange de fascination et de méfiance. Aujourd'hui, cette méfiance a un nom, une forme, une coordonnée GPS. La flotte de la mer Noire russe, basée à Sébastopol depuis l'annexion de la Crimée en 2014, a toujours considéré cette région comme une zone d'influence naturelle, presque organique. Pour Moscou, la mer Noire n'est pas un espace international partagé. C'est un lac stratégique dont la Russie entend contrôler les rives. Cette doctrine n'est pas nouvelle, mais elle a pris une acuité dramatique depuis 2022. Les provocations se sont accumulées comme des couches de sédiments. En novembre 2018, dans le détroit de Kertch, des gardes-côtes russes ont ouvert le feu sur 3 navires ukrainiens, blessant 6 marins et capturant 24 autres. Un acte d'agression en plein jour, filmé, documenté, largement ignoré par une communauté internationale encore hésitante. Puis il y a eu les drones navals ukrainiens, ces petites machines de guerre autonomes qui ont commencé à hanter les nuits de la flotte russe. Et surtout, il y a eu le 14th of April 2022, le croiseur Moskva, vaisseau amiral de la flotte de la mer Noire, coulé par tout missile Neptune ukrainien. Une humiliation militaire et symbolique d'une magnitude que Moscou n'a jamais vraiment digérée. Aujourd'hui, selon les évaluations des analystes militaires de l'OTAN et des think tanks spécialisés comme le Royal United Services Institute, la flotte russe engagée dans ces manœuvres comprend au moins 6 grands navires de débarquement de classe Ropucha, chacun capable de transporter des chars et des centaines de soldats, fours corvettes lance-missiles de classe Karakurt armés de missiles calibre, tous sous-marins de classe Varshavianka du projet 636.3, surnommés « Trous noirs » pour leur discrétion acoustique quasi absolue, et trifrégates de classe Amiral Grigorovitch. Au total, selon les estimations des services de renseignement ukrainiens et occidentaux, le groupement amphibie embarquerait entre 3000 et 5000 Marines avec un appui en blindés comprenant des T-72B3 et des BT-R-82A. Ce n'est pas un exercice, ce n'est pas une démonstration, c'est une force de frappe. Alors, posez-vous cette question un instant, pas comme un analyste militaire, mais comme un être humain. Si vous étiez à la place du commandement ukrainien, avec ces chiffres devant vous, cette flotte en mer, cette ville derrière vous, tiendriez-vous la ligne ou préserveriez-vous vos hommes en reculant ?
Jour 1. Les satellites commerciaux de la société Planet Labs enregistrent à 3:17 heure locale le mouvement de la colonne navale hors de la baie de Sébastopol. 18 navires de débarquement en formation serrée, cap nord-ouest. Les radars côtiers ukrainiens, déployés le long de la côte d'Odessa, captent les signaux à 4:45. L'alerte est déclenchée. Dans les bunkers du commandement opérationnel sud à Odessa, les officiers de permanence regardent les écrans sans dire un mot pendant plusieurs secondes. Puis, le téléphone sécurisé sonne. Kiev est en ligne. Jour 2. L'espace aérien au-dessus de la partie nord-ouest de la mer Noire devient une zone de tension électrique. Des Su-30SM et des Su-24M russes commencent des patrouilles systématiques, traçant des arcs lents et délibérés à la limite des eaux internationales. La réponse ukrainienne ne tarde pas. Fort F-16, livré par les Pays-Bas et le Danemark dans le cadre des engagements de l'OTAN, décollent de la base de Myrhorod et mettent le cap sur la mer. Le face-à-face se produit à 40 km de la ligne de contact aérienne informelle. Les pilotes s'observent à travers leurs verrières, les systèmes de ciblage actifs, mais les doigts pas encore sur les détentes. 40 km, c'est moins que la distance entre Paris et Versailles. C'est assez pour mourir. Jour 3, un sous-marin Varshavianka est détecté. Ou plutôt, son absence est détectée. Un trou dans le bruit ambiant de la mer, une anomalie acoustique relevée par une frégate ukrainienne équipée de sonars OTAN. La position estimée, à proximité immédiate de l'île des Serpents, ce rocher de quelques hectares devenu symbole de résistance ukrainienne depuis les premiers jours de la guerre. En réponse, le commandement naval ukrainien ordonne le déploiement de 12 drones de surface Magura V5 depuis des positions côtières discrètes. Ces engins de 1200 kg, capables de transporter 320 kg d'explosifs, glissent sur l'eau dans l'obscurité, guidés à distance, quasi invisibles aux radars conventionnels. La mer devient un échiquier dont les pièces sont invisibles. Jour four. 6:23. Un éclair blanc déchire l'horizon, puis un autre. Les habitants d'Odessa, qui dormaient encore, sont réveillés par un grondement qui traverse les murs, les vitres, les eaux. 2 missiles Calibre, tirés depuis un Karakurt positionné à environ 80 km au large, frappent les terminaux à céréales du port nord. Le premier silo s'effondre en 11 secondes, le second brûle pendant 4 heures. Le bilan, établi dans la journée par les secours ukrainiens, 12 civils tués, dont 3 dockers qui prenaient leur pause de nuit dans un local adjacent. 47 blessés. Des centaines de tonnes de blé en flammes. Ce n'est pas un accident de ciblage, c'est un message. Jour 5. La réponse ukrainienne arrive dans la nuit, silencieuse et précise. À 2:41, un drone Magura V5 identifie thermiquement la silhouette du navire de débarquement Konstantin Olshansky. Une ironie de l'histoire, ce navire portant le nom d'un héros soviétique ukrainien à 55 km au large. L'opérateur, quelque part dans un container blindé sur la côte, ajuste le cap de 3 degrés. La caméra thermique montre la proue du navire, les lumières de pont, les silhouettes de gardes qui fument. Puis l'image se brouille dans un flash blanc aveuglant. L'explosion ouvre une brèche de 4 mètres dans la coque sous la ligne de flottaison. Le navire commence à gîter à bâbord. L'évacuation de l'équipage, 87 hommes, dure 23 minutes dans une mer agitée et froide. La Russie ne confirmera jamais officiellement les dommages. Jour 6. Moscou franchit un nouveau seuil. 2 destroyers supplémentaires entrent dans la zone d'opération depuis le détroit de Kertch. Le ministère russe de la Défense publie un communiqué laconique annonçant la fermeture temporaire d'une zone maritime de 40 000 km² dans la partie nord-ouest de la mer Noire. Une zone qui englobe les routes commerciales vitales vers Odessa. C'est une déclaration de blocus maritime de facto. Les navires marchands reçoivent des avertissements. Le monde retient son souffle.
Dans le ciel au-dessus de la mer Noire, la guerre a sa propre grammaire. Une grammaire de vitesse, d'altitude et de seconde. Le Su-30SM russe est une machine magnifique et terrifiante. Avec ses moteurs AL-31F poussant à plein régime, il peut atteindre Mach 2 et emporter jusqu'à 8 tonnes d'armement. Lors du jour 2, les pilotes russes ont employé une tactique de harcèlement calculé. Approche en piqué simulé, allumage bref des radars de ciblage, suffisamment long pour déclencher les alarmes dans les cockpits ukrainiens, pas assez pour constituer un acte de guerre indiscutable. Les F-16 ukrainiens ont répondu en se positionnant en formation défensive, leur système AN/APG-68 balayant l'espace. Dans les deux camps, les missiles sont prêts. Des R-77 russes, des AIM-120 AMRAAM américains, des armes à guidage actif capables de tuer à 100 km. Mais c'est à 40 km qu'ils se regardaient. La retenue, ce jour-là, tenait à peu de choses. Pendant ce temps, à terre, les batteries de missiles patriotes déployées en périphérie d'Odessa travaillent en silence. Leur radar AN/MPQ-65 scrutant en permanence l'horizon électromagnétique. Lors de l'attaque calibre du jour four, le système Patriot a engagé 3 missiles supplémentaires dont les trajectoires avaient été détectées tardivement. Tous ont été interceptés. One a percé la défense. One a percé la défense. C'est ce dernier qui a touché le terminal. La défense antimissile n'est jamais absolue. C'est sa tragédie fondamentale. La scène la plus glaçante de toute cette crise ne se passe ni dans le ciel ni en mer. Elle se passe dans un sous-sol. Marina, tourtipoivrant, enseignante de mathématiques dans une école du quartier Primorsky, descend les marches d'un abri anti-atomique soviétique avec sa fille de 6 ans, Daria, serrée contre elle. Daria tient un ours en peluche d'une main et un livre de contes de l'autre, comme si la normalité pouvait être emportée dans un sac. Dans l'abri, il y a 200 personnes, peut-être plus. Des vieux qui ont connu d'autres guerres et qui ont ce regard particulier. Pas de peur, mais quelque chose de pire, une familiarité avec l'horreur. Des jeunes qui filment avec leur téléphone, incapables de ne pas documenter même ça. Et des enfants qui ne comprennent pas encore et qui dormiront peut-être mieux que les adultes cette nuit. Au-dessus d'eux, dans les rues d'Odessa, les vitrines des magasins sont recouvertes de planches de contreplaqué. Les statues emblématiques de la ville, le duc de Richelieu sur son escalier de Potemkin, les lions de bronze, ont été enveloppés dans des sacs de sable et du plastique. La ville se couvre comme on couvre un visage aimé pour le protéger des coups. Les files d'attente aux stations-service s'étendent sur des centaines de mètres. La gare centrale est un chaos d'humanité en mouvement. Des familles avec des valises trop lourdes, des hommes qui restent sur le quai pendant que les femmes et les enfants montent dans les trains. Ces séparations-là ont leur propre silence. Dans le commandement opérationnel sud, le général de brigade Oleksiy Romov est debout depuis 52 heures. Sur la grande carte tactique, les positions des navires russes sont marquées en rouge. Les positions de la défense côtière ukrainienne en bleu. Entre les deux, une bande de mer de 50 to 80 km qui est, pour l'instant, un no man's water. Sur l'écran de gauche, une connexion vidéo sécurisée. Le président Zelensky, depuis Kiev, les yeux cernés, mais la voix ferme. Tenez Odessa, quoi qu'il en coûte. Sur l'écran de droite, une autre connexion. Washington. Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan écoute le rapport de situation avec l'expression de quelqu'un qui calcule en temps réel le prix de chaque option. Vous savez, il y a quelque chose dans cette image, un général qui n'a pas dormi, un président qui donne des ordres depuis un bunker, une femme dans un abri qui tient sa fille, qui nous rappelle que derrière chaque décision géopolitique, il y a des gens ordinaires, pris dans des forces qui les dépassent. Et on se demande, inévitablement, est-ce que cette escalade était vraiment inévitable? Qui a allumé la première mèche? Et est-ce que la réponse à cette question change quelque chose à ce qui se passe maintenant?
la réaction internationale à la crise d'Odessa s'est déployée avec la vitesse caractéristique des démocraties confrontées à l'urgence, c'est-à-dire pas assez vite pour ceux qui sont sous les bombes, mais plus vite que d'habitude pour la diplomatie. À Washington, le président Biden a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale dans les 6 heures suivant l'attaque calibre du jour four. Les options sur la table comprenaient la fourniture accélérée de munitions supplémentaires pour les systèmes Patriot, le déploiement de frégates américaines en Méditerranée orientale en soutien, une formulation délibérément ambiguë et des sanctions économiques supplémentaires ciblant spécifiquement les industries liées à la flotte russe de la mer Noire. Aucune de ces mesures n'impliquait d'engagement direct. Chacune envoyait un signal. La question est de savoir si Moscou les lisait. L'OTAN a annoncé le renforcement de la présence navale alliée en Méditerranée, avec le déploiement de 3 frégates supplémentaires, dont une française, la frégate multimission Languedoc, vers la Méditerranée orientale. Une présence symbolique, mais visible. La décision la plus structurellement significative est venue d'Ankara. La Turquie, en invoquant l'article 19 de la Convention de Montreux de 1936, a officiellement fermé les détroits du Bosphore et des Dardanelles à tous les navires de guerre, qu'ils soient russes ou de l'OTAN. C'est une décision d'une importance capitale. Elle empêche la Russie de renforcer sa flotte de la mer Noire depuis la Méditerranée, mais elle prive également l'OTAN de toute possibilité d'intervention navale directe. Le président Erdogan, fidèle à sa tradition d'équilibrisme, a qualifié cette mesure de contribution à la désescalade. Les 2 camps l'ont condamné. Les 2 camps en ont secrètement besoin. Pékin a publié un communiqué en trépoint appelant à la retenue de toutes les parties, au respect du droit international et à la reprise du dialogue. Le communiqué n'a mentionné ni la Russie ni l'Ukraine par leur nom. C'est une forme d'art diplomatique. Paris et Berlin ont joint leur voix dans un appel commun à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, accompagné d'une proposition de médiation franco-allemande. La proposition a été accueillie par un silence poli à Kiev et un silence moins poli à Moscou. Et c'est là que la question devient vraiment inconfortable, et je pense que vous le sentez aussi. Le Occident doit-il s'impliquer directement? Envoyer des navires, des soldats, des pilotes? Ou est-ce que s'engager davantage risque de transformer une guerre régionale en quelque chose que personne ne peut plus contrôler? Écrivez ce que vous en pensez, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse ici, et les gens qui prétendent le contraire n'ont probablement jamais eu à en payer le prix. Imaginons, et ce scénario, les analystes militaires ne l'écartent pas, que les ordres soient donnés, que les rampes de débarquement s'ouvrent. Les plages au sud-ouest d'Odessa, entre Fontanka et Kotovske, sont larges, peu profondes, relativement accessibles depuis la mer. Ce sont les mêmes plages où des familles ukrainiennes passaient leurs étés il y a encore quelques années. Ce sont maintenant des zones de défense fortifiées, tranchées, obstacles anti-chars en béton, positions de tir camouflées, champs de mines sous le sable. Si une vague d'assaut amphibie devait frapper ces plages, elle se heurterait d'abord à un barrage de feu des systèmes anti-chars ukrainiens. Les Javelin américains, ces missiles à guidage infrarouge qui ont fait leurs preuves contre les T-72B3 depuis 2022, sont déployés en profondeur, tenus par des unités de la défense territoriale dont certaines n'étaient que des civils il y a 13 ans. Des comptables, des professeurs, des plombiers qui ont appris à tenir un tube lanceur et à attendre. La patience est une arme. Les T-72B3 Russes, débarqués des Ropucha sous le feu, auraient besoin de quelques centaines de mètres pour sortir de la zone de battement des vagues et trouver un terrain praticable. Ces quelques centaines de mètres seraient les plus coûteuses de toute l'opération. Les BTR-82A, plus rapides, tenteraient de déborder sur les flancs pour créer des points de rupture dans la ligne défensive. Mais la défense en profondeur ukrainienne, inspirée des doctrines de l'OTAN après des années de formation, n'est pas une ligne. C'est un réseau. Briser un nœud ne suffit pas. Et dans le ciel au-dessus de ce chaos,
les drones ukrainiens Bayraktar et les drones FPV artisanaux transformeraient chaque véhicule en cible potentielle. La guerre moderne ne ressemble pas au film. Elle ressemble à des images granuleuses en noir et blanc sur un écran de 7 pouces et à une main qui appuie sur un bouton. Voilà ce que personne ne dit vraiment dans les analyses géopolitiques propres et ordonnées. Une bataille pour Odessa ne serait pas une manœuvre militaire, ce serait une boucherie. Et la question qui me hante, et qui devrait nous hanter tous, c'est « est-ce que Moscou le sait ? Est-ce que c'est un pari calculé ou une démonstration de force qui n'est pas censée aller jusqu'au bout ? Qu'est-ce que vous pensez ? Un vrai assaut ou du bluff à très haut risque ? Revenons à la mer, à ces 18 silhouettes d'acier qui n'ont pas bougé depuis 6 jours, qui sont toujours là, dans les eaux internationales, à 70 km des côtes ukrainiennes. Ni en train d'attaquer, ni en train de reculer. C'est peut-être ça, la chose la plus effrayante de toute cette crise. Pas les explosions, pas les morts, mais cette attente, cette immobilité calculée, cette pression qui s'exerce sans qu'un seul ordre supplémentaire soit donné. Parce que la menace non réalisée est parfois plus efficace que la frappe elle-même. Elle paralyse, elle épuise, elle force l'adversaire à maintenir une posture défensive maximale indéfiniment, à un coût humain et économique que peu de sociétés peuvent absorber longtemps. La défense côtière ukrainienne est en état d'alerte maximale depuis 6 jours. Les hommes ne dorment pas. Les systèmes radars tournent en permanence. Les drones sont en rotation constante. Les munitions sont comptées. Chaque heure qui passe est une heure de plus que les corps et les esprits doivent tenir. Et Odessa, derrière eux, attend. Les 1 million d'habitants qui n'ont pas encore fui, parce qu'ils n'ont nulle part où aller, ou parce qu'ils refusent de partir, ou parce qu'ils ne croient pas encore que ça puisse vraiment arriver ici, attendent. Les cafés sont fermés. Les marchés fonctionnent à moitié. L'escalier de Potemkin, ce monument de 192 marches qui descend vers la mer, est désert. Personne ne descend vers la mer en ce moment. Il y a quelque chose de profondément, douloureusement humain dans cette image. Une ville qui a survécu à la Deuxième Guerre mondiale, aux pogroms, aux famines, aux purges soviétiques, une ville qui a toujours trouvé en elle-même une manière d'être vivante, ironique, résiliente, un peu insolente. Cette ville-là regarde la mer et attend de savoir si l'histoire va lui faire une place ou l'effacer. Odessa n'est pas seulement un port, elle n'est pas seulement une coordonnée stratégique, elle est une idée. L'idée qu'une ville peut appartenir à ceux qui y vivent, qui y travaillent, qui y aiment, qui y enterrent leurs morts. Si cette idée-là tombe, si ces 18 silhouettes d'acier décident de finir leur route, alors quelque chose de beaucoup plus grand que la ville elle-même sera en jeu. Les navires sont toujours en mer. La défense ukrainienne tient, pour l'instant. Les capitales du monde font des déclarations. Les familles sont dans les abris. Les drones patrouillent dans le noir. Et le soleil se lève sur la mer Noire. Une aube rouge, comme brûlée. Comme si le ciel lui-même savait ce qui pourrait venir.